Avant de vous écouter, on va donner la parole à Monsieur Sani, que je remercie encore d'être venu ici. Je vois qu'il y a effectivement une erreur profonde dans la géographie de la part de notre secrétariat. Ayant été moi-même à Niamey, je sais très très bien que c'est pas au Tchad mais au Niger, et donc je m'excuse de cette erreur sur la feuille du jour, donc dans les résumés. Donc je vous ai déjà introduit tout à l'heure et je suis très honoré que vous soyez ici. On vous donne la parole pour une petite quinzaine de minutes que vous nous faisiez part de votre expérience. Merci, Monsieur le Président de la séance, de me donner la parole. Je vais vous parler de la chirurgie en zone rurale au Niger, notre expérience pour la création d'un diplôme qu'on appelle la capacité de chirurgie de district. Je pense en introduction, tous les pays en voie de développement ont globalement le même problème des ressources humaines. Et la plupart du temps, c'est la fuite des spécialistes vers les pays occidentaux. Et surtout, il y a un travail qui a été fait qui a montré que 50 à 75% des actes chirurgicaux dans la zone rurale sont faits par des non-spécialistes. La chirurgie chez nous, elle souffre parce qu'elle est négligée au profit des maladies infectieuses. Par exemple, quand je prends le cas du programme PALU, à lui tout seul, il a la moitié du budget de la santé, PALU, etc. Donc la chirurgie est vraiment négligée. Et beaucoup de nos spécialistes veulent rester dans les centres urbains. Personne ne veut aller en zone rurale. Donc au Niger, qui est un pays très vaste, qui fait 2 fois la France et 20 millions d'habitants, dont plus de 72% de la population vit en zone rurale. Donc, cette chirurgie en zone rurale a une histoire. Elle a débuté dans les années 1974 et l'objectif de la chirurgie en zone rurale, c'est opérer les hernies et les hydrocèles qui constituent un gros problème dans ces zones-là. Et au départ, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme solution? C'est faire ce qu'on appelait les traveling surgical camps. C'est la chirurgie foraine où des chirurgiens de l'équipe de Niamey se déplaçaient en zone rurale pour opérer les patients. Comme il n'y a pas de bloc, on se servait de bus qui servaient de bloc ambulatoire. Ce traveling surgical camp a duré 18-20 ans. Mais il a été abandonné parce qu'il coûtait très cher. Et on a fait une première expérience en 1995 qui consistait à former des médecins généralistes pour faire la chirurgie. Mais il y a eu un échec parce que, qu'est-ce qui est à la base de cet échec? Parce qu'au niveau de la formation, il n'y avait pas un curriculum bien défini, des tâches bien définies. Et la méconnaissance surtout, ou la non-implication de la faculté, parce que c'était le ministère de la Santé tout seul qui a voulu faire cette formation. En 1997, nous avons créé notre premier DS de chirurgie avec les diplômes accessoires d'aide chirurgien et d'aide anesthésiste. Voici, comme j'ai dit, la diapo qui pose tout le problème. Et justement, les responsables politiques nous ont posé cette équation en 2004. On nous a demandé de construire des hôpitaux, nous avons construit des hôpitaux. Donc en 2004 au Niger, il y a moins de 50 chirurgiens et parmi ces 50 chirurgiens, 80% sont dans la capitale et 20% sont dans les centres hospitaliers régionaux. Donc il n'y a aucun en zone rurale. Donc vous avez vu qu'il y a, comment on peut dire, 72% de la population qui ne peut pas bénéficier de la chirurgie. Et notre dose de chirurgie qu'on a commencé ne forme que 4 à 5 chirurgiens tous les 5 ans, donc par an. Donc c'est pas beaucoup. Et la première promotion elle est sortie en 2004 et c'est insuffisant. Vous avez vu, nous avons 48 hôpitaux. Et c'était l'équation qu'on nous a posée. Comment il faut faire pour les rendre fonctionnels, pour qu'il y ait la chirurgie. Et c'est pour cela qu'il y a eu la décision de la création de cette formation qu'on appelle capacité de chirurgie de district. En tête de ligne, on a mis la faculté des sciences de la santé. Je pense que nous devrons jouer notre rôle en tant qu'universitaires étant des acteurs du développement. Le ministère de la Santé et les partenaires financiers. Et l'objectif, c'est créer une formation
capable de donner aux médecins généralistes la capacité de gérer les urgences et les pathologies chirurgicales les plus courantes en zone rurale. C'était ça l'objectif. Comment il faut faire? On a procédé de cette façon. Première chose, on a cherché, pour le médecin, on a pris médecin généraliste qui exerce déjà en zone rurale, parce que on est sûr qu'il est sur place, qu'il n'a pas de problème pour aller dans cette zone rurale-là. La formation, elle dure 12 mois, 3 mois théorique et pratique au niveau des CHU de Niamey et 9 mois de pratique dans les hôpitaux régionaux. À la fin de la formation, il y a un examen pratique et le volume horaire, 116 heures, chirurgie digestive, gynéco-obstétrique, mais ce qui est important ici, c'est le module de gestion de l'antenne chirurgicale. Donc, quand ils vont aller dans une zone rurale où ils sont responsables, ils doivent gérer l'antenne chirurgicale. Donc, on leur a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer l'antenne chirurgicale. Pour la formation, il y a les carnets de stage. Je prends l'exemple de l'obstétrique. Donc, pendant 12 mois, il faut qu'il soit capable de faire 30 accouchements prétociques. Par exemple, pour la césarienne, 30 césariennes. Et nous avons remarqué que lors de la formation, ils arrivent à faire en moyenne 56 césariennes tout seuls. Pour la chirurgie digestive, en tête de ligne, c'était l'idée de base, c'était qu'ils puissent régler le problème des hernies et des hydrocèles. Et lors de la formation, il faut qu'ils soient capables tout seuls d'avoir fait 15 herniographies et en moyenne, ils font entre 35 et 40 lors de la formation. À la fin de la formation, ils ont un diplôme, on leur donne un bonus salarial et une indemnité de zone rurale pour vraiment les encourager à rester dans cette zone rurale. Et après 3 ans d'exercice, ceux qui veulent, s'ils veulent venir en chirurgie, ils sont inscrits d'emblée en 2e année de 2S. Et nous avons le devoir au niveau de la faculté du ministère de faire des supervisions formatives pour chaque fois évaluer leur formation. Donc depuis la formation, la création, on a formé 143 capacitaires de chirurgie de district. Il y a en 2014-2015 qu'on n'a pas formé parce que il y avait un partenaire qui devrait prendre en charge qui au dernier moment a désisté et le ministère n'avait pas planifié ça dans son budget. Donc ce qui fait, avec cette formation, la pyramide de santé au Niger a changé. Parce qu'au niveau du CHU, on a des spécialistes qui ont un profil et un training. Au niveau des hôpitaux régionaux, on a des spécialistes qui ont un profil défini et un training. Et maintenant, dans les hôpitaux du district, nous avons des médecins généralistes qui ont un profil bien défini et un training. Il reste maintenant les centres de santé intégrés pour lesquels c'est depuis 2011 qu'il y a des médecins. Cette formation que nous faisons, on dit bon, il faut l'évaluer. Donc la première évaluation que nous avons faite, qui est sortie dans World Journal of Surgery, on a pris une région au hasard. On a pris la région du Dosso. Je vais vous montrer sur la carte. Et on voit que notre idée de base, si je vous rappelez, j'ai dit l'objectif c'était la chirurgie de l'hydrocèle et de la hernie. Et on voit que c'est la chirurgie de base. Et aux urgences, c'est la césarienne. Parce que vous savez qu'on a des problèmes de route. Quand je donne l'exemple d'Agadez et Bilma, où c'est 500 km, même s'il y a un bon véhicule, un bon guide, il faut 12 heures de route. Donc une indication de césarienne a le temps de décéder en cours de route, mais si on a quelqu'un sur place qui règle le problème, ça peut satisfaire. Donc, on a vu que lors de ça, que la majorité des cas, c'est la chirurgie de base. 80% en chirurgie élective, c'est la cure de la hernie et de l'hydrocèle. Et au niveau des urgences, c'est la césarienne. Autre élément qu'on a remarqué, c'est les transferts. Les transferts ont diminué de plus de 52%. Et la plupart de ces transferts sont liés aux fractures.
Donc ça nous a déjà donné une idée pour, lors de la formation, apporter un plus pour la prise en charge de certaines fractures qu'on peut gérer par le plâtre, par exemple. Donc on a fait une deuxième évaluation sur 21 hôpitaux de district qui sont fonctionnels, parce qu'un hôpital de district fonctionnel, c'est un hôpital où il y a un capacitaire, un chirurgien, un anesthésiste et une sage-femme. Et pendant cette évaluation, ils ont réalisé 18 400 interventions chirurgicales, les urgences 51% et la chirurgie élective 42%. Et on voit que dans la chirurgie élective, donc nous ne sommes pas éloignés de notre objectif, c'est toujours la chirurgie de base, 70%. Les urgences, c'est toujours la césarienne et les parages. Et le taux de complication, 4,34%. Et quand on regarde la mortalité globale, elle est de 1,04%, mais au niveau de la césarienne, de la péritonite, elle est encore plus élevée. Et nous n'avons noté aucun décès pour la prise en charge des hernies et des hydroxèles. Et les transferts ont diminué, vous voyez, de manière drastique. Et ce qui est important, c'est là où j'insiste, c'est sur le plan économique. On a comparé la prise en charge de la hernie entre un hôpital de district et le CHU. Et vous avez vu que, du point de vue durée d'hospitalisation, elle est moindre dans l'hôpital du district parce que quand le patient vient, il est pris en charge, tandis qu'au CHU, il y a beaucoup de malades, on le traîne, etc., parce qu'il y a des pathologies plus importantes. Et du point de vue coût, dans un CHU, les patients se prennent en charge. Ça lui revient à 107 000, ça fait 3 fois le SMIC. Tandis que dans un hôpital de district, ça a moins d'une fois le SMIC. Donc il y a vraiment, sur le plan économique, un impact important. Et ces modèles utilisant des médecins généralistes, ça existe en Éthiopie qui faisait une formation de 6 mois, et même au Canada, dans les Colombies-Britanniques, 4 mois de formation pour faire des appendicectomies ou bien césarienne à tout anesthésie. Et les suites, suite à cette étude, les suites étaient comparables avec les résultats des interventions faites par des spécialistes. Il y a un autre modèle, Mozambique-Malawi, qui utilise des infirmiers, c'est ça qu'on appelle assistant medical officer, qui peuvent réaliser aussi des interventions. On leur donne des missions bien définies pour opérer des patients, peut-être faire des plâtres, faire des césariennes, etc. Donc ici, c'est un travail qui a été présenté par Peter Giscott sur le Malawi, où ils entraînent des assistants médicaux cliniques pour faire ce type d'intervention. Donc qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Le CCD peut augmenter la couverture des besoins chirurgicaux et gynéco-obstétricaux dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il doit être proposé dans des pays où les ressources humaines sont limitées. Et vous avez remarqué que c'est la chirurgie de base dans la majorité des cas. Et la réussite de ce programme doit vraiment revenir dans ce que nous appelons recasting le rôle of surgeon. Donc on doit recaster le rôle du chirurgien pour réfléchir ce qu'il doit faire pour sa population. Voici les quelques papiers qu'on a publiés sur le sujet et je vous remercie. Merci M. Sani. J'ai été très très impressionné par votre présentation et je voudrais vous féliciter pour deux choses. D'une part parce que la qualité de votre discours est très claire. Je crois qu'elle met en place des vraies réflexions. On est à une époque où nous-mêmes on parle de la délégation, non pas beaucoup ce mot, mais de la délégation de compétences, mais c'est un vrai sujet. Connaissant très bien votre pays, je étais très sensible que vous vous rappelez que pour aller d'Agadez à Niamey, on met plus de 12 heures et parfois plus. Et je voudrais vous féliciter pour une deuxième raison, c'est que la façon dont vous avez présenté le sujet, je crois que beaucoup de nos jeunes assistants et nos internes devraient voir comment vous présentez, la façon dont votre diaporama est fait. Je vous félicite, j'ai vraiment apprécié beaucoup votre... Je propose qu'on demande une question et non c'est un débat auquel je crois on aura l'occasion de revenir. Je fais une deuxième remarque si vous me permettez. Vous savez que notamment Jacques Beaulieu a fait
un communiqué de presse au début de l'année pour expliquer que justement l'argent, et vous l'avez dit en introduction, n'allait peut-être pas toujours au bon endroit. Vous savez que les maladies infectieuses ont disparu dans le pays et l'argent est consacré maintenant à ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Chez vous, l'argent est détourné, effectivement, beaucoup vers le paludisme. Et vous avez dit un deuxième point qui m'a un peu choqué, je le dis ici, malheureusement il n'y a pas d'instance ministérielle. Les gens qui vous ont aidé, c'est essentiellement, j'ai vu les Belges, les Italiens, et j'ai pas vu beaucoup de francophones, et ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je crois qu'il n'y en a pas, et que notre pays se désintéresse de l'enseignement dans les pays d'Afrique noire, et j'en suis absolument désolé, et je vous félicite encore. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire supplémentaire sur ce sujet? Oui, Albert Codinamo. Cher ami, on comprend très bien pourquoi vous avez présenté au forum de la Fondation de l'Académie de médecine le thème sur l'innovation inversée, cette expérience formidable finalement d'une inversion de stratégie dans les formations chirurgicales dans les pays du Sud et dans les pays en développement. La question c'est quel est le potentiel de formation dont vous avez besoin encore pour couvrir les besoins de santé de la population, en particulier au Niger. Vous formez environ 18 médecins spécialistes chirurgiens. Vous allez développer ces formations à quel niveau, combien? Donc, comme j'ai dit, on avait dit au départ, c'est une formation provisoire. Donc, je pense qu'elle va continuer jusqu'au moment, et je pense qu'on a encore une dizaine d'années en plus. On a encore une dizaine d'années parce que c'est une formation. L'avantage de cette formation, et je vous disais au départ, les DES de chirurgie, il y avait 4 à 5. Maintenant qu'ils peuvent venir faire la chirurgie, moi je suis coordonnateur du DES de chirurgie générale, maintenant ils sont une dizaine. J'ai une dizaine d'étudiants conformes dans le DES de chirurgie générale. Donc ça augmente la population. Et chaque année, et là avant de quitter, j'avais eu une rencontre avec le ministre de la Santé qui souhaite augmenter le nombre. Parce qu'au départ, on nous proposait 20. Il m'avait posé la question, est-ce que vous pouvez former 30 cette année? Parce qu'ils ont recruté des médecins généralistes et ils souhaitent qu'on les forme. Donc il y a un besoin, puisque vous avez vu qu'on a 38 hôpitaux de district, il y a 21 qui sont fonctionnels. Donc il faut que les 38 soient fonctionnels. Il faut que les 38 soient fonctionnels. Merci beaucoup, et je pense que vous serez extrêmement brillant demain. On va donc, je vais appeler à côté de moi